forte mobilisation populaire marquée par des messages de soutien aux idéaux de la RPP. Dans ce Déj Info, nous parlerons également du musée national qui, à la faveur du 15 mai dernier, a ouvert officiellement les portes de l'espace Koudgou, un cadre consacré à la transmission des savoir-faire ancestraux liés à la forge et à la métallurgie traditionnelle. Dans cet espace créé par le Trésor humain vivant KPG, en collaboration avec Combiculture, nous découvrirons les fourneaux traditionnels des forgerons. Il sera aussi question de cinéma avec le lancement de la deuxième saison des 3 Lascars. L'avant-première a été projetée ce 15 mai et le film débarque avec encore plus de rebondissements, de rires et des situations improbables. Enfin, l'invité du jour, comme tous les lundis, sera Abdul Karim Bandé. Il est le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, une thématique aujourd'hui, le développement personnel. Et c'était là les principaux titres du retour. Sur l'actualité, la ville de Pau a vibré ce week-end au rythme d'une démonstration de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'appel de la région du Nazinon, une foule immense a pris d'assaut la place de la nation pour réaffirmer son engagement aux côtés de la révolution progressiste populaire. Une marche patriotique s'est ainsi tenue et a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement venus saluer l'élan populaire autour du combat pour la souveraineté et la reconquête du territoire national. Alexis Winkouni, Belem Napa. Burkinabé, lève-toi pour la révolution progressiste populaire. Et ici, le bastion du Naouri est bien debout. Hommes et femmes, jeunes et anciens, tous se sont mobilisés par cette marche patriotique pour soutenir la RPP avec le capitaine Ibrahim Traoré, leader de cette révolution. Cette marche patriotique initiée par les ressortissants du Naouri est celle de la refondation du patriotisme et du progrès. Pour les ressortissants de Pau, réunis ici à la place Nimaro, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, la région du Nazino renaît. Et c'est sans condition que la jeunesse du Naouri soutient la RPP, a indiqué Diakaria Tamini, secrétaire général de la CNAVC, section Pau. L'esprit de souveraineté, l'esprit de dignité retrouvée, l'esprit du patriotisme vrai. Le Naouri n'oublie pas. Nous n'oublions pas les sacrifices consentis pour la sécurité de notre nation. Nous n'oublions pas les efforts engagés pour redonner confiance à notre peuple. Nous n'oublions pas les actions entreprises pour replacer le Burkina Faso au centre de son propre destin. Oui, le chemin reste difficile. Oui, les défis sont encore nombreux. Mais un peuple conscient sait qu'aucune révolution digne de ce nom ne se construit dans la facilité. Pour Maître Christophe Birba, parrain de cette cérémonie, cette révolution tire ses sources dans les forces des traditions burkinabè. Voilà pourquoi l'ensemble du peuple burkinabè est engagé dans cette dynamique de développement. La révolution que nous portons puise sa sève dans nos traditions, dans notre culture, dans notre profonde identité. Vous êtes la fierté de notre nation. Le peuple marche avec vous. Le peuple est derrière vous. Le peuple est là pour vous. Vous n'êtes donc jamais seul. Soyez-en infiniment remerciés. La RPP n'est pas un slogan, soutient le ministre chargé de l'enseignement de base, Jacques Sostène Dengara. C'est un projet politique qui vise à redéfinir les bases de l'État burkinabè. Le ministre Jacques Sostène Dengara d'inviter la jeunesse à un changement de mentalité. Le symbole de la révolution, être révolutionnaire, ce n'est pas simplement des slogans, ce n'est pas crier sur les toits à bas l'impérialisme, mais être révolutionnaire, c'est un comportement. C'est d'abord une reconversion totale de mentalité. Et je pense que cette mentalité, c'est ce que nous demandons à l'ensemble de nos concitoyens, de prendre le développement de notre commune en main
l'État accompagne, mais le premier acteur donc, de développement, c'est la population. C'est ce signal aussi que nous avons voulu donner à l'ensemble donc, de la population. Alors, cette marche, elle est aussi celle de la souveraineté retrouvée, de la sécurité et de la dignité. Mais au-delà de tout ça, elle est celle d'une unité dans la diversité. La RPP, c'est le refus de la division, c'est l'appel à bâtir ensemble, a soutenu le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, patron de l'événement. Il tente de nous faire croire au Burkina Faso que nous avons des problèmes de cohésion sociale, de cohésion communautaire, de cohésion interreligieuse, mais c'est faux et archi faux. Ce n'est qu'une manipulation de l'impérialisme qui se manifeste par le terrorisme. Chère population de Pau, nous n'avons qu'un seul ennemi. Et cet ennemi s'appelle l'impérialisme qui se manifeste par le terrorisme. Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a invité la jeunesse à renforcer son engagement dans la protection de cette nation, dans l'ordre et la discipline. Au cours de cette cérémonie, 200 manifestes de la RPP ont été offertes aux élèves et à la CNAVC section Pau. Parlons culture au Musée national qui a ouvert les portes de l'espace à Koudougou. Il s'agit d'un cadre consacré à la transmission des savoir-faire ancestraux liés à la forge et à la métallurgie traditionnelle, initié par le Trésor humain vivant KPG en collaboration avec Combiculture. Sur place, des forgerons ont exposé à leur résistance et leur puissance à travers des scènes spectaculaires autour du feu. Yassine Saouadou. L'espace Koudougou de Sanaba Bunda KPG, situé au sein du musée national, est désormais opérationnel. Ce cadre de sauvegarde et de transmission des savoirs endogènes met à l'honneur la métallurgie traditionnelle, un héritage ancestral longtemps au cœur des sociétés africaines. C'est une occasion également de montrer toute leur puissance, la science, à travers des démonstrations. À travers cette initiative, le promoteur Sanaba Bunda KPG veut préserver la mémoire des artisans forgerons et de valoriser leur contribution dans l'histoire et le développement des communautés. La forge elle est dynamique, la forge n'est pas statique. La forge évolue depuis la nuit des temps. Quand on pense, lorsqu'on va à la mine pour extraire le minerai, venir au fourneau, faire ce qu'on appelle la réduction, c'est très important pour nous de rappeler à la nouvelle génération que nos anciens savaient déjà ce que c'est le fer. Ils savaient quels sont les mécanismes et les techniques pour pouvoir récupérer le fer et pouvoir produire pour la population. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de transmettre ces valeurs-là. Si je construis ces fourneaux, ce n'est pas pour dire que c'est pour montrer le folklore de l'Afrique, ce n'est pas ça, mais c'est pour montrer les savoirs et les savoir-faire qui existaient, qui avec le temps se sont en tout cas dissipés avec le temps. Je ne sais pas si c'est une question de rupture de transmission, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui détiennent toujours ces savoirs-là. Selon Sanaba Bunda KPG, tout Burkinabé se doit de valoriser sa connaissance et son savoir endogène. Des savoirs qui veulent qu'on les garde précieusement. Il faut que nous, on sache choisir les mots pour nommer nos choses. Parce que si tu dis à ton enfant que ce que tu fais c'est de la sorcellerie, ton enfant va avoir peur. Mais si tu dis à ton enfant que c'est de la science, en lui prouvant effectivement qu'il y a des techniques et des décoctions que nous faisons, ici c'est de la science. Parce que lorsque nous prenons par exemple un minerai que nous allons ajouter avec un fondant pour faciliter l'élimination de la gangue, en fait ça c'est de la science. Parce qu'il faut savoir les différents procédés pour pouvoir faire ça. Quand on prend les racines, des tisanes, qu'on va en tout cas mettre ensemble, faire une décoction pour immuniser le corps, pour qu'au contact du feu, le feu n'est pas en fait une charge pour l'être qui est sur le feu. Vous voyez, en fait, je pense que c'est une connaissance, ce sont des savoirs qui méritent d'être nommés à sa juste valeur, au lieu de dire que c'est du folklore. Le lancement de l'espace Koudougou a vu la présence du ministre chargé de la Culture. Il a procédé à la coupure du ruban qui lance officiellement l'espace Koudougou suivi des visites. Pour Pekdouende Gilbert Ouedraogo,
Koudougou, il est nécessaire de revaloriser notre savoir endogène. Aujourd'hui, 15 mai, journée dédiée aux coutumes et traditions, est le jour le mieux indiqué pour que nous puissions vivre véritablement nos valeurs traditionnelles, nos valeurs endogènes. Nous avons tenu à être présents et à vivre de bout en bout tout le cérémonial qui a entouré bien sûr déjà la technique d'extraction du fer à travers les hauts fourneaux. Cela est une science détenue par les Africains, exclusivement par les Africains, depuis de très longues années, depuis des millénaires. Nous savions à travers cette technologie-là extraire le fer pour fabriquer des outils, fabriquer aussi des armes pour nous défendre, des outils pour la production agricole. Mais toute cette technologie, malheureusement, avec l'effet de la colonisation, était en train de disparaître. Donc aujourd'hui, il est un impérieux devoir pour nous de travailler à revaloriser ce savoir-faire. Toujours selon les promoteurs, leur mission première sera de sensibiliser les jeunes générations à la technique traditionnelle de transformation du fer. À cette cérémonie, une conférence thématique a été faite, ainsi qu'une réduction du fer permettant aux participants de découvrir les pratiques ancestrales de forge. Et pendant que la population admirait les pratiques ancestrales de la forge, la célébration de nos us et coutumes se poursuivait dans plusieurs lieux de la tradition à Burkinabé. Une cérémonie symbolique s'est tenue au palais du Mogonaba au rythme des sonorités des tambours ainsi que des rites ancestraux. À cette occasion, les ministres chargés de la culture, de l'administration territoriale et de la justice ont reçu des distinctions honorifiques des mains de l'empereur Ademosé. Alexis Belemdaba. Dans un pas rythmé, le Pangsoba avance accompagné par ses notables et sa cavalerie. Nous sommes ici dans la cour royale du Mogonaba à la 3e édition des Journées des coutumes et traditions. Les tambours, les djembés et les griots invoquent les mains des ancêtres et parlent à la gloire du Mogonaba à la hauteur de sa noblesse. Ici, c'est la tradition qui parle et se vit. Elle est le ciment et la boussole du peuple burkinabé. Elle est une boussole quand la loi reste muette. Étaient présents les notables, toutes catégories socio-professionnelles et les membres du gouvernement pour magnifier cette journée auprès de Pangsoba. Une occasion pour le Mogonaba de distinguer de façon honorifique les membres du gouvernement, notamment les ministres chargés de la culture, de l'administration territoriale et de la justice. Le ministre de la Justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, d'indiquer que la culture constitue un socle dans la dynamique de développement avancée par le Burkina Faso. Depuis 2022, septembre 2022, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, prône le retour aux sources, prône le retour à nos valeurs sociales endogènes ancestrales pour amorcer un développement économique et social véritable. Et comme vous le savez, dans la quête de notre souveraineté vraie, nous pouvons retrouver notre indépendance et amorcer un véritable développement économique et social si nous ne retournons pas à nos sources et à nos valeurs ancestrales, comme la fère nourricière qui doit guider nos pas dans cette marche de notre peuple vers sa dignité et vers sa liberté. Au nom de la délégation gouvernementale, Maître Edasso Rodrigue Bayala a souhaité une fructueuse journée culturelle qui se tient sous le thème justice traditionnelle et spiritualité dans le Mogo, tout en émettant les vœux que les prières et les invocations puissent contribuer à rétablir la paix et la sécurité au Burkina Faso. Aujourd'hui, au nom du gouvernement, nous sommes venus souhaiter bonne fête à Sa Majesté, le Mogonaba, et prier qu'avec l'ensemble de la cour royale et que toutes les prières qui seront dites aujourd'hui puissent apporter une bonne saison hivernale à nos paysans, puissent apporter de la paix à nos pays. C'était une très bonne cérémonie. Nous avons beaucoup appris à travers l'observation de tout le cérémonial qui s'est passé aujourd'hui. Encore une fois de plus, bonne fête à tous les Burkinabés, bonne fête du 15 mai à tous les Burkinabés, que Dieu apporte la paix et la sécurité à notre pays. La culture est un pilier fondamental
du développement durable d'un pays, agissant comme moteur de croissance économique, de cohésion sociale et d'identité. Elle renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, favorisant la stabilité sociale et la paix. La culture contribue à la réussite éducative, stimule l'esprit critique et éveille à l'art, essentiel pour l'épanouissement individuel. En marge de cette journée, une grande conférence publique a été animée par Sao Nab. On se rend à présent à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou où s'est tenue la conférence internationale sur la révolution démocratique et populaire. C'est une initiative du comité international mémorial Thomas Sankara et l'objectif est d'établir un pont entre les acteurs historiques de la révolution démocratique et populaire et les jeunes porteurs des idéaux révolutionnaires actuels. Serge Passonnet. Établit un pont entre les acteurs historiques de la révolution démocratique et populaire et les jeunes porteurs des idéaux révolutionnaires actuels. C'est tout l'enjeu de la présente conférence internationale sur la révolution démocratique et populaire. La rencontre de haut niveau réunit des acteurs majeurs, notamment des camarades de lutte du père de la révolution d'août 83, mouvement panafricaniste, pays allié du Burkina Faso et sympathisants venus d'horizons divers. L'initiative de cette conférence internationale est à mettre à l'actif du comité international mémorial Thomas Sankara. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, un révolutionnaire doit être quelqu'un qui connaît, qui n'ignore pas. Un ignorant ne peut pas être un révolutionnaire. Donc c'est dans la dynamique d'apprendre aux jeunes comment faire de la révolution une révolution durable, pérenne. Ce n'est pas une révolution comme une parenthèse, mais c'est une révolution permanente. Parce que la révolution, dans les pays révolutionnaires, la révolution ne finit jamais. En plus du partage d'expériences, des réflexions collectives ainsi que des communications vont être menées et présentées à l'endroit des participants. Une délégation iranienne a marqué sa présence à cette conférence internationale. Je suis là aujourd'hui parce que vous savez que la République islamique d'Iran a une très grande expérience en matière de révolution et en matière de lutte et de résistance. Donc notre participation aujourd'hui, c'est pour témoigner notre accompagnement et notre soutien au peuple burkinabé et aussi notre disponibilité à transférer et à partager nos expériences et nos valeurs en ce qui concerne la révolution et la résistance. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre chargé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Parrain de ce rendez-vous du donner et du recevoir, le ministre Karamoko a salué la tenue de cette rencontre. La révolution progressiste populaire n'est pas une copie de la RDP. C'est son héritière légitime, adaptée aux défis d'un monde multipolaire en reconstruction. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades n'ont pas seulement pris le pouvoir, ils ont pris en charge un peuple. Ils ont affronté la guerre terroriste avec les ressources de la nation, sans mendier la protection de ceux qui organisaient l'insécurité. Ils ont dit non aux bases militaires étrangères. Ils ont dit non au diktat des organisations financières internationales. Ils ont renoué avec l'esprit de Sankara. Servir et non se servir. Le Cuba, le Venezuela, la Russie, le Nicaragua, la Chine, le Ghana sont entre autres les pays qui prennent part à cette conférence internationale sur la révolution démocratique et populaire. À l'issue des travaux, un manuel d'engagement du jeune révolutionnaire dans l'espace AES sera distribué à toute la jeunesse afin de leur permettre de savoir comment faire la révolution un acte permanent, car selon Luc Damiba, président du comité d'organisation, une révolution n'est pas une parenthèse.
Place à présent au grand écran et à l'humour Made in Burkina Faso. Vous avez aimé la première saison, eh bien la deuxième débarque avec encore plus de rebondissements. Les célèbres 3 Lascar sont de retour pour une nouvelle saison dont l'avant-première a été projetée à ce 15 mai. Wendata Dorothée Bambara pour les détails. Leur premier tour de mensonge avait conquis des milliers de spectateurs. Après le carton phénoménal de la saison 1, les 3 Lascar reviennent de très loin. Souvenez-vous, l'histoire s'était arrêtée sur un chaos total lorsque leurs épouses légitimes découvraient enfin leur infidélité. Et pour le grand retour avec la saison 2, nos 3 incorrigibles coureurs de jupons doivent désormais tout faire pour obtenir le pardon de leur femme. Et pour se faire pardonner, Idriss, Willy et Momo organisent un voyage à Assini dans la maison d'Akoula en Côte d'Ivoire, histoire de renouveler l'énergie avec leur conjointe. Arrivés à destination, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh my God! Voilà, encore très stylé. Mais c'était sans compter l'installation des candidates de Miss Authentique dans le même hôtel que les 3 couples. Une tentative trop grande pour nos 3 Lascar qui replongent aussitôt dans leur vieux démon. Bien décidées à donner une leçon à leur mari, les épouses orchestrent une soirée entre filles. Dès lors, le week-end paradisiaque des 3 Lascar bascule dans le pire des cauchemars. Comment Idriss, Willy et Momo vont procéder pour reconquérir une fois de plus leur femme? C'est là toute la problématique que traite la saison 2. Dans Lascar 2, il faut venir voir. On connaît Lascar 1, on connaît les personnages, on connaît la thématique. Donc voilà, ils ont fait une bourde, ils se sont fait attraper. Ils veulent faire amende honorable, ils veulent demander pardon. Voilà, mais maintenant, la vie souvent réserve des surprises. Et quand vous vous retrouvez dans une situation équivoque, que bon, on va dire que le démon de midi revient à la charge, ce qui est en dessous remonte. Bon, c'est un peu ça, je ne vais pas raconter le film. C'est une succession de situations burlesques dans laquelle surtout tout le monde, les hommes, les femmes, vont se reconnaître, en tout cas on espère. C'est l'idée, c'est pour ça qu'il a fait le succès du 1. Une histoire et des jeux d'acteurs appréciés positivement par les cinéphiles qui ont effectué le déplacement au Centre culturel du Faso ce 15 mai pour l'avant-première. Des sensations encore meilleures parce qu'on sent une progression aussi bien dans le jeu d'acteur, aussi bien dans la réalisation, aussi bien dans la qualité des images, du son. En tout cas, on sent la progression et c'est aussi intéressant que le premier et il n'y a pas de choix à faire. On va dire les deux, que ce soit le 1 ou le 2. J'ai apprécié, je ne peux pas choisir entre les deux. On va dire, c'est de beaux moments qu'on passe lorsqu'on suit ces films-là. Ça détend, ça fait rire en même temps. Ça touche du doigt, on va dire, des phénomènes de société, des faits de société qui sont réels et qui font partie de notre quotidien. La réalisation de cet opus a connu l'accompagnement de Canal+. Pour le directeur général de Canal+ Burkina, Jacques Dio, Les 3 Lascar saison 2 est une œuvre cinématographique de dimension internationale avec des thématiques qui répondent aux valeurs africaines. Ce sont des valeurs que nous, Canal+, nous reconnaissons et nous soutenons. Faire vivre cette industrie culturelle, c'est créer une économie, c'est créer des emplois, c'est former, c'est éduquer et c'est divertir. Les Lascar 2, c'est la suite des Lascar 1 et tout le mal qu'on souhaite à la réalisation, à la production, c'est que beaucoup d'autres aventures burlesques puissent nous rassembler et que nous puissions faire vivre le cinéma africain pour des Africains et par des Africains. Du reste, ce long métrage d'1h30 réalisé par Boubacar Diallo est déjà disponible au Centre culturel du Faso, ex-Canal Olympia Ouara 2000. L'histoire des 3 Lascar saison 2 se termine sur une note d'harmonie retrouvée pour les 3 couples. Cerise sur le gâteau, le bonheur est total pour Momo et son épouse qui s'apprêtent à accueillir leur premier enfant.
Poursuivons cette fois-ci le DEJ matinal info avec notre invité du jour. L'invité de ce jour est, je vous le disais, Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, une thématique aujourd'hui, le développement personnel. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, le développement personnel, pourquoi une telle thématique aujourd'hui ? Moi déjà c'est un de mes sujets de prédilection, c'est mon métier, j'évolue beaucoup là-dedans, je le pratique depuis aujourd'hui plus de 20 ans, mais je me rends compte qu'il y a une méconnaissance toujours de ce que c'est et il y a beaucoup d'acteurs qui malheureusement affectent négativement la perception de ce domaine-là. Bon, il était bon pour nous, l'inspiration que j'ai eue, c'est qu'aujourd'hui on puisse en parler et que ceux qui nous suivent puissent mesurer toute l'importance du développement personnel mais aussi tous les dangers qui y sont associés. Est-ce que l'idée d'aborder une telle thématique est peut-être aussi liée au fait qu'il y a beaucoup plus de demandes sur le développement personnel, que ce soit au Burkina ou bien dans la sous-région et sur le continent en général? Oui, c'est un domaine qui monte en importance, mais malheureusement les réponses sont mal données. Voilà. Mais c'est un domaine qui est de plus en plus, quand vous allez dans les librairies, les livres les plus achetés sont des livres de développement personnel. D'accord. Ouais. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Mais finalement, qu'est-ce que le développement personnel? Quel est le sens que l'on pourrait donner? Alors, c'est un ensemble d'outils. C'est une science, mais non formalisée. Non formalisée, je veux dire par là, de mon point de vue, c'est qu'elle n'est pas, quand on prend les maths, c'est structuré. On sait par où on commence, on sait par où on termine. Quand on prend la physique, quand on prend la philosophie, il y a des structures. Mais quand on va prendre le développement personnel, ça bouge tellement, c'est tellement en mouvement, il y a toujours des nouveautés, des outils nouveaux qu'on ajoute, qui fait que c'est pas formalisé. C'est pas formalisé aussi parce qu'il n'y a pas une école. On commence à en entendre parler, mais il n'y a pas une école. Les États n'ont pas inclus formellement le développement personnel comme une science. Donc du coup, tu as des écoles, mais qui sont des initiatives privées. Voilà, ce qui fait que ça reste toujours non formalisé. Alors, quel est son but? Son but, c'est comment permettre à l'individu d'atteindre ses objectifs, de savoir se fixer des buts et de pouvoir les atteindre, de pouvoir atteindre son épanouissement, de pouvoir atteindre son plein potentiel. Donc voilà un peu ce que poursuit comme objectif le développement personnel. Est-ce que pour ce développement personnel, il est possible de l'atteindre sans accompagnement, sans aide? Est-ce que ça peut être inné pour quelqu'un qui grandit avec beaucoup de notions sur le développement personnel qu'il n'a pas appris? Est-ce que aussi on peut décider aujourd'hui d'avoir des notions de développement personnel sans recourir forcément à quelqu'un? Alors pour moi pas, après avoir lu plus de, je veux dire quoi, au bas mot, peut-être entre 50 et 100 livres sur le sujet, après avoir suivi énormément de conférences, moi-même d'avoir été un peu introduit dans cet univers-là, moi j'arrive à la conclusion, et avoir écrit moi-même un livre sur le sujet, j'arrive vraiment à la conclusion que le développement personnel, c'est d'abord en premier une question de valeur. D'accord. Donc c'est une question de valeur. Ce qui fait que des personnes naissent avec, par chance pour eux, un potentiel en caractère très élevé. Ils sont très alignés par rapport à des valeurs qui déterminent le succès. D'autres ont la chance d'avoir une éducation. Ils ont des parents, ils grandissent dans des environnements qui les façonnent justement à être déjà développés. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, ils sont développés, même s'ils n'ont pas le mot associé à cela. Maintenant, il y a tous ceux qui sont moyens dans leur caractère ou qui ont un niveau de quotient émotionnel faible, et ces derniers ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Et même ceux qui ont déjà le quotient émotionnel élevé, le fait de comprendre les dynamiques qui font leurs actions vont leur permettre encore d'être plus efficaces, d'être plus performants dans leurs actions. Alors, le développement personnel, comme on le disait en introduction, on se rend compte que ça revient beaucoup ces temps-ci, pas seulement au Burkina, mais sur le continent, tout dans le monde. Sur la barre de recherche Google, ça fait partie des 20 premiers mots recherchés par la plupart des internautes. Quelle est son importance? Oui, c'est la voie du succès. Moi, je ne sais pas comment une personne, vous me montrez une personne qui a réussi, je suis convaincu qu'elle est développée personnellement. De fait, qu'elle ait suivi des cours, qu'elle ait eu un coach, un mentor, n'est pas la question. Vous ne pouvez pas réussir sans développement personnel. Qu'est-ce que c'est en simple? Dans mon livre, on en parle ici très souvent, il y a 6 compétences. C'est vraiment la discipline qui travaille sur la compétence émotionnelle. Alors que c'est la compétence émotionnelle, on ne parle pas d'avoir des sentiments, la compétence émotionnelle, au contraire, on parle du développement du caractère. Et avoir le caractère, c'est ce qui fait réussir. Je dis encore, c'est pour ça qu'on voit des diplômés. Le gars, il a un doctorat, il est professeur d'université, tout ce que tu veux. Et puis, il ne peut pas faire ce que fait un gars qui n'a même pas mis les pieds dans une classe. La différence entre les deux, c'est le caractère. Prenez toutes les personnes qui réussissent. Ils ont un caractère commun, ils se ressemblent. Maxwell Maltz a dit que le succès a un visage. Et le visage du succès,
succès, c'est un caractère. Toutes les personnes qui réussissent se ressemblent en caractère. Rigueur, discipline, patience, humilité. Le regard des autres ne les influence pas. Et c'est ça le but du développement personnel. En réalité, c'est ce que devraient faire les familles. Parce que éduquer un enfant, en réalité, c'est le développer. Il vient quasi neutre avec un potentiel en caractère. Et c'est pour ça qu'on devrait l'éduquer pour lui permettre de grandir émotionnellement. L'école fait de l'instruction. Les familles devraient faire de l'éducation. Malheureusement, on veut que l'école le fasse. Ce n'est pas son rôle, c'est les familles. Et quand les familles ne l'ont pas fait, il faut maintenant se retrouver dans l'environnement du développement personnel pour pouvoir retravailler ce caractère-là. Dans le contexte qui est le nôtre, le contexte africain, est-ce que l'éducation familiale ou les valeurs traditionnelles peuvent remplacer le développement personnel? Justement, le succès, à mon avis, du développement personnel en Europe et autres, c'est parce qu'il y a un échec de la présence familiale. Il y a un échec des valeurs. Du coup, les personnes se rendent compte au bout d'un moment qu'il y a un vide dans leur vie. Et ce vide-là, il faut le combler comment? Il faut le combler en allant au développement personnel. C'est la même problématique des religions qui ont échoué, de mon point de vue, à plusieurs titres. Si les religions se mettaient à faire un vrai travail de transformation, normalement, une église ou une mosquée devait être une machine à travailler l'humain. Tu rentres avec une certaine façon de vivre, tu ressors différent. Mais si tu rentres et tu ressors comme tu es rentré, en fait, finalement, c'est pas ce qu'on y fait, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que le développement personnel prend de l'envergure, avec tous les dangers qui y sont associés. À quelle étape de sa vie est-ce que on peut penser à se dire que bon, il est important d'aller vers un développement personnel? Est-ce que c'est quand on commence dans les affaires, quand on commence dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est depuis les bancs? Est-ce que c'est depuis l'enfance? C'est depuis l'enfance, c'est de l'éducation. C'est depuis l'enfance. Maintenant, c'est quand tu n'as pas réussi ça. D'accord. Que tu es obligé toi-même à un moment donné, comme nous on l'a fait, de se rendre compte qu'il y a un souci, qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, je ne percute pas, mes résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes, mais pourquoi? Et quand tu découvres le développement personnel, tu te rends compte qu'en réalité, tu as besoin de travailler sur toi-même. C'est un travail sur soi-même pour justement s'élever. S'élever comme l'homme à 3 dimensions. Il y a le corps qui est juste un véhicule. Tu as l'âme qui est, j'ai envie de dire, le centre de décision, et puis tu as l'esprit. Et le développement personnel travaille l'âme en fait. Le caractère de l'homme est dans son âme. Donc en réalité, moi j'ai envie de dire que c'est l'interface de la spiritualité. C'est pour ça qu'on peut se retrouver très vite dans quelque chose de spirituel. Mais justement, par rapport à son apport, est-ce qu'il y a aussi une limite? Est-ce qu'un cinquantenaire, quelqu'un qui est déjà à la retraite, peut toujours s'intéresser? Absolument. Il n'est jamais tard pour se développer. C'est clair que ça va être un peu plus... Non, il n'est jamais tard. Tout dépend de l'objectif. Parce que le point de départ d'ailleurs même de tout développement, c'est le but. Nous sommes des êtres de dessein, nous sommes des êtres de but. Nous devons vivre intentionnellement. Donc dès l'instant que quelqu'un a un but, il trouve les ressources. Mais s'il n'a pas de but, bon, il faut te développer. Pourquoi? J'ai 50 ans, tu dis à un gars qui a 60 ans, il faut qu'il cherche l'argent. Il s'est dit, mais il fait ça pourquoi? Dès qu'il n'a pas de but, il ne pourra pas. Mais s'il a un but, il pourra. Donc le but est le point de départ. Peu importe la méchanceté d'une personne, à partir d'un certain âge, à partir de 60, 70 ans, même si on était un peu, je dirais pas égoïste, mais même si on était un peu individuel, on commence à s'entourer de personnes. Comment est-ce que je peux comprendre ce que le prochain dit? Comment je peux aider mon prochain? Est-ce que à cet âge-là, le développement personnel peut encore changer? Pas forcément pour les affaires. Est-ce qu'en ce moment c'est possible? Imaginons, mais il faut beaucoup de courage, comme je dis. Quelqu'un qui a détruit des relations. Un père, par exemple, qui a été exécrable, qui a insupportable pendant toute sa vie. Qui sait qu'il est détesté par ses enfants. Vous imaginez l'effort qu'il doit faire pour changer? C'est pas le même effort que le père qui a 2 ans, il y a des enfants de 5-6 ans. Il y a des années, des accumulations énormes de frustration qu'il faut corriger. C'est tellement lourd que finalement le gars s'est dit que c'est pas possible. Mais c'est possible. Seulement ça sera lourd. Il y aura un gros prix à payer. Il faut pouvoir pardonner, se faire pardonner. Il faut pouvoir changer d'habitude. C'est tellement lourd que certains se disent c'est pas possible. Mais c'est possible. Si on a la bonne volonté, c'est possible. Mais vu ces importances du développement personnel, pourquoi il n'est pas vulgarisé? Alors déjà, je pense que c'est son caractère non formel qui est un des problèmes. Il y a aussi l'ignorance, parce qu'on en a peur quand même. Il y en a qui trouvent que c'est un peu à cause des acteurs. Il y a des acteurs aussi, tellement d'acteurs dans le domaine qui amènent à se dire, mais bon, est-ce que c'est pas juste des théories? Est-ce que c'est pas juste des beaux parleurs? Est-ce que c'est pas juste des personnes qui veulent juste faire de l'argent, tu vois? Ça fait qu'il y a une perception un peu négative. De l'autre côté aussi, comme j'ai dit, ça demande de l'effort. C'est une aberration de croire que il va me suffire de lire un livre, d'aller suivre une conférence d'1 semaine et puis je vais le développer. Non. C'est un domaine qui est pratique. Tu étudies un sujet, tu le pratiques. C'est parce que tu vas le pratiquer. C'est la pratique qui fait l'expert. Sans pratique, il n'y a pas de transformation. Donc ça demande beaucoup de volonté et d'effort.
Et ça manque chez beaucoup de personnes. Est-ce que quand on est paresseux, quand on n'a pas de discipline en soi, on ne peut pas. C'est énormément de discipline, c'est énormément d'exercice. Vraiment, si tu n'as pas une ferme volonté, d'abord un puissant désir de transformation, parce qu'il faut vouloir changer d'abord. Et puis ensuite, maintenant, il faut appliquer des exercices. Par exemple, quand vous lisez mon livre, il y a des exercices à faire à l'intérieur. Au fur et à mesure que tu lis, il y en a qui vont le faire, rien que l'exercice d'attention. Il y en a qui vont le faire une seule journée, ils ne pourront pas le faire 2 jours. Tu vois, alors qu'il faut le faire peut-être pendant 21 jours au moins. Oui, ça demande beaucoup de volonté. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que les religions ou les croyances traditionnelles, pas plus tard que vendredi, on célébrait la journée des coutumes et traditions ici au Burkina, est-ce que les religions et ces valeurs traditionnelles freinent parfois l'accès au développement personnel? Toutes les religions font du développement personnel. Toutes les religions. Malheureusement, c'est le mot qui pose problème. J'ai dit bien que moi, ce que j'ai observé avec la psychologie et toutes les sciences associées dans lesquelles le développement personnel va puiser, c'est qu'en fait, on prend des concepts qui sont bibliques ou islamiques et puis on change les noms des mots. On les appelle autrement. Dès l'instant qu'on les appelle autrement, les gens ont l'impression qu'on parle d'autre chose. Mais regardez, la plupart des acteurs du développement personnel font beaucoup référence à la Bible. Prennent principe, ils vont les rechercher là-bas. Mais ils vont vous le dire autrement. C'est la partie, je veux dire, c'est le pont entre le physique et le spirituel. Et c'est pour ça que faire du développement personnel, c'est grandir dans son âme en fait. C'est devenir moralement plus correct. C'est avoir plus de valeur. Et toutes les religions enseignent les valeurs, l'humilité, le respect, le travail, le courage, tout ce que tu veux, le pardon. En réalité, c'est surtout ça qu'on fait en développement personnel. On rend la personne meilleure. Elle se renouvelle dans son intelligence, comme diraient certains. Est-ce que le système éducatif tel que nous la concevons, eh bien, il encourage le développement personnel? Non, c'est assez absent dans notre système éducatif. C'est assez absent. Nous, on essaie énormément de l'apporter à IST, dans ce qu'on fait, mais c'est très absent. Et pour moi, vous allez voir des gens extrêmement brillants, mais ils ont un défaut de caractère. Ils vont échouer, j'en rencontre tellement tous les jours. Des gens à fort potentiel, mais il est arrogant, il a un niveau d'arrogance qui est tel que le gars il ne peut pas aller loin dans la vie, c'est pas possible. Vous allez voir une autre personne, c'est un problème d'humilité, une autre c'est un problème de paresse, de peur. Il a toujours peur, il hésite toujours, mais si vous hésitez, vous allez échouer. Soyez brillant comme vous voulez, vous allez échouer. Donc c'est plutôt le caractère qui est le problème. Et c'est tout ça, l'investissement en développement personnel. Après, il y a d'autres outils comme la communication qu'on va ajouter, comme des outils de neurosciences pour connaître l'autre, parce que nous sommes en interaction avec les autres, comment on les lit, comment on les influence. Donc voilà un peu ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment un problème de caractère. Il y a plusieurs types de personnalités. Est-ce que le développement personnel s'adapte aux sanguins, aux colériques? Que fait justement le cabinet Salomon conseille par rapport à cela? C'est même là où c'est intéressant. Un colérique aura un problème d'humilité parce qu'il a une trop grande confiance en lui. Exactement. Alors s'il reste colérique pur, ça finit par le détruire. Il y a des outils qu'il ne pourra jamais atteindre. Donc lui, on va travailler son humilité. Un sanguin a un problème de persévérance. C'est le gars cool et tout, mais il est extrêmement gentil, il donne tout ce qu'il a, il ne peut pas sanctionner. Tu mets un sanguin comme chef de service, il va tuer le service avec du paternalisme. Il faut lui apprendre à être plus rigoureux, à être plus ferme, à sanctionner et à être persévérant. Un pacifique n'a aucune volonté, il ne veut rien faire. Il faut le challenger pour lui donner du rêve. Chacun donc a un besoin et le développement personnel va apporter la réponse aux besoins de la personne. Est-il dangereux d'emprunter le chemin du développement personnel? Ah oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux, comme je dis, dangereux en ce sens que c'est quelque chose d'important. Tout ce qui est important a son revers. Une chose n'existe que par son contraire. C'est parce que c'est important que c'est à la fois dangereux. Et moi, je ne crois pas que parce qu'il y a des dangers, il faut le négliger, il faut le rejeter. Je n'y crois pas. Il faut plutôt l'encadrer. Où se situent ces dangers-là? C'est l'ancrage spirituel. Je crois que toutes les personnes qui font du développement personnel ont un enracinement spirituel très profond. Donc quand tu lis un livre de développement personnel, cherche toujours à savoir celui qui l'a écrit là, c'est qui et quel est son ancrage spirituel. La majorité des auteurs sont du New Age. Le New Age, c'est une religion orientale qui est née, en fait, c'est un mélange de plusieurs religions hindouistes, bouddhisme, qu'ils ont mélangé et qui l'ont créé aux États-Unis, qu'on appelle le New Age. Et la plupart des auteurs, par exemple, Le Secret, qui a fait le tour du Burkina, j'ai été moi-même pratiquement un des apôtres de ce film-là, pour avoir été un des premiers à le trouver, et a fait même des
conférence avec ça, avant de me rendre compte plus tard qu'en réalité, c'est un peu dangereux, ça contredit la foi. Parce que le danger de ces courants-là, qui sont la plupart des auteurs en développement personnel, c'est qu'ils ont une définition de Dieu qui n'est pas un être, mais qui est juste une force, une influence. Quand vous allez lire beaucoup de livres, ils vont parler de la nature, ils vont vous parler de l'énergie. En fait, ils sont en train de te donner leur définition de Dieu. Maintenant, si toi tu es chrétien ou tu es musulman, il faut être capable de faire la part des choses. Et c'est là où tu as besoin de connaître toi-même ton fondement religieux et puis celui de l'autre. Moi, j'ai un jeune aujourd'hui que je connais bien, qui a pris le chemin, et je crois que c'est le développement personnel qui l'a amené, d'une forme de kabbale. Qu'on appelle, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça ici, mais bon, je vais me garder de citer le nom de la religion, mais c'est une variante de l'islam. D'accord. Donc qui enseigne beaucoup sur le développement personnel, mais en même temps qui te conduit progressivement dans des pratiques de voyage astral, tout ce que tu veux. Et malheureusement, si vous prenez le chemin de développement personnel et que ce n'est pas encadré, que vous ne mettez pas de limites, vous allez finir dans un mouvement un spirituel quelconque, et les conséquences, je ne sais pas, j'ai jamais emprunté la voie, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment prudent de prendre cette voie-là. Abdul Karim Bandeh, vous dites des choses que l'on n'entend pas généralement de la part de coach en développement personnel. Vous montrez l'importance du développement personnel, mais aussi un caractère où le développement personnel peut conduire à quelque chose de négatif pour soi-même. Est-ce qu'il est vrai que ça peut modifier votre perception que vous avez vis-à-vis du Créateur? Absolument. Ou ses ancêtres peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous amener dans un secte ou quelque chose comme ça? Et puis finalement, est-ce que vous avez rencontré, en dehors de l'exemple que vous venez d'évoquer, des personnes où le développement personnel leur a conduit vers quelque chose de négatif pour leur vie? Moi-même en réalité, parce que quand je prends le chemin de développement personnel, je suis tellement passionné. Et c'est concret. Hein. Je crois que la force du développement personnel, c'est qu'elle enseigne tellement de manière smart des principes que quand vous appliquez, vous voyez les résultats. Et c'est ça qui est sa force. Donc moi, je découvre le développement personnel en premier, qui, j'avoue, m'apporte tellement de réponses, on n'a pas idée, m'amène à atteindre des buts que je n'imaginais même pas possible d'atteindre. Mais à un moment donné, je reçois un courrier d'une secte, donc qui m'invite à y adhérer. Et là, je dis, attends, tiens, comment ça, il me retrouve ces gars et tout? Parce que quand vous faites des recherches sur le net, vous allez voir qu'il y a des suggestions. Quand vous tapez développement personnel souvent, vous allez commencer à recevoir des choses ésotériques, des choses de ce type-là. Donc finalement, ça vous conduit. Si vous n'êtes pas vraiment prudent pour mettre des limites, vous allez finir. Allez dans n'importe quelle librairie. Le rayon développement personnel est toujours associé au rayon des livres ésotériques et machin. Voilà, parce que c'est la suite logique en fait. Donc pour moi, il faut avoir son ancrage vraiment religieux. Si tu es musulman, il faut savoir ce que c'est qu'être musulman. Vraiment, il faut connaître ton Coran. Si tu es chrétien, il faut connaître vraiment ta Bible pour éviter justement de passer des limites. Parce que les principes qui sont enseignés sont universels. C'est les principes qu'on va retrouver dans toutes les religions. Maintenant, les mensonges qui sont cachés à l'intérieur, il faut pouvoir les déceler et puis mettre un frein. Il y a des livres qu'il ne faut pas lire. Par exemple, moi, il y a un livre, je dis, mais comment on peut lire un livre comme ça? Conversation avec le diable. Et puis des gens te lisent ce livre-là. Et dans le livre, le principe de départ qu'il te dit, il faut que tu reconnaisses le diable comme ton Seigneur. Comment quelqu'un peut lire ça? Et durant tout le livre, il te fait le déclarer. Tu le répètes tout le temps. Je dis, mais attends, moi j'ai jamais pu terminer. J'ai commencé à dire, mais comment on peut lire ça? C'est dangereux. Comment moi je m'assois à déclarer que le diable? Mais des gens le lisent, toi, c'est un très bon livre. Oui, il y a de très bons principes à l'intérieur. Mais comment quelqu'un peut s'asseoir et déclarer de sa propre bouche que le diable est... Je peux même pas te dire ça, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà, mais c'est des choses comme ça que tu peux retrouver dans certains livres. Donc tous les livres ne sont pas bons à lire. Est-ce ce caractère dangereux du développement personnel qui amène la nécessité d'avoir un guide ou un mentor quand on y est? Vraiment, c'est l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal parce que, comme je dis, c'est vrai que c'est un parcours, comme il n'y a pas de structure très très formelle, c'est un parcours très autodidacte. Et c'est ce qui le rend aussi dangereux. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un qui peut nous dire attention à ça, attention, évite ça. Voilà, qui peut nous cadrer, nous accompagner. Que ce soit un coach, un ami, un aîné, un mentor, oui, il faut trouver quelqu'un. Vous dites beaucoup d'expressions. Quelle est la différence que l'on peut faire entre un coach, un mentor ou encore même un guide spirituel? Bon, les guides spirituels, ils disent qu'ils sont illuminés. Donc moi, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. D'accord. Mais quoique quand on regarde leur fonctionnement, ils ressemblent beaucoup. Ils ont deux fonctions en général. Une fonction d'enseignant, donc de formateur, mais en même temps aussi par moment de coach, tu vois, de mentor. Ils jouent toutes les fonctions selon les cas ou les individus qui sont en face d'eux. Maintenant, si on prend le mentor c'est une personne qui a du vécu,
Et parce que cette personne a du vécu, vous décidez de faire de lui votre modèle. Vous travaillez à ce qu'il vous accepte comme filleul et qui décide de vous accompagner par des conseils, son expérience et tout ça. Un coach, c'est un métier. Il a suivi une formation théoriquement et il est qualifié pour pouvoir accompagner quelqu'un à atteindre ses buts. C'est payant. D'accord. On a parlé de quoi encore? Mentor, coach, guide spirituel. Bon voilà. On a formateur aussi. Et en général, un formateur, il faut le payer. C'est son travail, c'est du temps. Il paye ses formations. Ça coûte cher de se former dans ce domaine-là. Ça coûte très cher. Donc après, quand ils viennent partager, nous on vient le faire ici gratuitement, mais c'est beaucoup d'années investies, c'est beaucoup d'argent investi. Mais après, il faut payer quoi. Mais on se rend aussi compte que aujourd'hui, facilement, beaucoup de personnes, dans l'évolution de leur carrière, même professionnelle, finissent par embraser le métier de coach formateur, le métier de grand responsable en développement personnel. Dans tout corps de métier, il y a aussi du faux, même sur le plan religieux, on en voit tellement. C'est les humains. Justement, les humains, ils sont imparfaits. Comment on arrive à reconnaître un bon coach, un bon formateur, un bon mentor? Quelles sont les aptitudes qu'un vrai coach devrait avoir? Ouais, c'est délicat. Mais parce que j'ai changé avec mon épouse là, sur le sujet. Et puis je regardais un gars sur le net, tellement jeune, tu te demandes, mais lui là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Et puis après, pour être très sincère, je me suis dit, attends, t'as commencé comme ça. Quand les gens aussi te regardaient, t'avais l'air d'un gars qui parle de ce qu'il ne sait pas. Bon, moi je crois que c'est le temps aussi. Il faudrait quand même que dans la durée, ce que le coach enseigne, il le vive. Ce que le spécialiste développement personnel, on retrouve qu'il vit. C'est pour ça que quand vous lisez mon livre, certains pensent que c'est l'apologie de mon ego. Non. Je dis non, c'est de faire la preuve que ce que je dis marche parce que je le vis. Voilà, pour moi j'ai toujours dit que j'ai 3 rats de laboratoire. Bon, maintenant j'en ai 5. Mon premier rat de laboratoire, c'est moi-même. Je fais mes expériences sur moi, je lis des choses, je les applique. Mon épouse est mon deuxième, mes 3 enfants sont les 3 autres. Donc si ça ne marche pas sur eux, pourquoi ça marchera sur les autres? Donc moi, je m'applique d'abord à ça à moi. Donc quelqu'un qui te dit, c'est vrai qu'on peut être un très bon enseignant, partager de très bons principes. Par exemple, un autre exemple. Moi, j'ai appris à tous mes enfants à nager, mais je suis le plus mauvais nageur de la famille. Mais je suis capable de leur enseigner à nager. Mais je sais moins nager qu'eux. Tu vois, donc on peut être un très bon enseignant sans forcément être un bon praticien. Donc ça aussi, c'est important. Je crois que donc finalement, ce que j'ai envie de donner comme réponse, une personne qui vous dit des choses qui marchent, quand vous essayez, ses conseils sont efficaces, moi je crois qu'il faut continuer. Mais il faut surtout éviter une personne qui vous embrigade. Une personne qui a tendance à vouloir décider à votre place, qui a tendance à vous dominer. Non, normalement, l'accompagnement doit créer de la libération. Ça doit vous rendre de plus en plus autonome. Ça ne doit jamais vous rendre dépendant de la personne. Et ça, c'est un gros problème. Même au niveau des guides religieux qui ont tendance, pour certains, à rendre leurs membres dépendants d'eux. C'est très dangereux. Et est-ce que là, on risque d'aller à l'endoctrinement carrément? Absolument. Absolument, et ça, moi, je suis totalement contre. Il faut libérer les gens. Le but, c'est de les rendre libres, c'est pas les endoctriner. Est-ce que les certifications, les diplômes, j'ai suivi pendant 6 mois telle ou telle formation, j'ai voyagé, je suis allé dans tel pays pour 3 semaines, 3 mois. Yeah. Est-ce que ces diplômes, ces certifications suffisent à faire de quelqu'un un coach en développement personnel? C'est comme l'école, À l'école, tout le monde suit le même cours, là, mais après, est-ce qu'on a les mêmes résultats? Est-ce qu'on a les mêmes rendements? Est-ce qu'on se retrouve dans les mêmes métiers? Ouais, on peut suivre une formation, être un bardé de diplômes, mais on n'y comprend absolument rien. Tu as des gars qui ont des doctorats, mais quand ils s'expriment, tu te demandes est-ce qu'il sait de quoi il parle. Parce qu'il a juste une bonne mémoire. Il a bien retenu, il a bien rendu, mais il ne comprend même pas parfois ce qu'il dit. Donc, il y a tous les cas. Il y a ceux qui ont appris, vraiment, qui ça leur a été utile, mais ils ne savent pas partager. Donc, ce n'est pas son métier de partager. Il faut tenir que c'est d'abord de l'enseignement. C'est un métier. Il y a la connaissance que tu as, mais il y a la capacité que tu dois aussi avoir de transmettre, qui est un métier à part entière. Donc, après, ce n'est pas juste le fait d'avoir suivi un parcours qui compte. Et moi, je suis beaucoup plus... mon approche à moi est beaucoup basée sur mon vécu. Moins sur des outils. J'ai fait un parcours que j'ai pas du tout aimé. Je me suis ennuyé. Je trouvais que beaucoup de choses étaient abstraites, c'était des outils sans impact. Mais mon vécu, pour moi, parce que je travaille beaucoup sur les choses que j'apprends, est plus efficace. Est plus efficace que je m'appuie sur mes outils, sur l'adaptation des outils que je découvre sur moi et sur les gens qui m'entourent. Je me rends compte que c'est plus fonctionnel que ce que j'apprends juste sans l'avoir expérimenté. Quels sont les domaines auxquels s'applique le développement personnel et est-ce que c'est accessible au lambda? Est-ce qu'il ne faut pas de grands moyens pour se prendre les services d'un coach en développement personnel? C'est coûteux, le succès a un prix. Tu veux atteindre des buts, ça a un prix. Malheureusement, les gens ne veulent pas payer. Après, tu payes moins cher, il n'y a pas de souci, mais avec les conséquences qui vont avec. D'accord. Regardez, tout ce qui est sur mesure coûte plus cher.
Si vous payez, je ne sais pas moi, vous voulez un vêtement sur mesure et puis vous allez payer dans la grande distribution, ce n'est pas le même prix. Parce que le sur mesure, ça prend plus de temps. Ce n'est pas industrialisé. Alors lorsque vous allez en coaching, vous êtes dans du sur mesure. Quand je fais une formation, il y a 20 personnes devant moi. Mais quand je fais un coaching, c'est une personne qui est devant moi. Donc ça prend plus de temps. Logiquement, le temps que je consacre à 20 personnes, c'est ce temps-là, le coût des 20 personnes qu'une seule personne devrait payer. Parce qu'au final, ça reste une heure de travail, tu vois. Donc c'est plus coûteux. Mais quoi qu'on dise, on trouve toujours des moyens de répondre aux besoins du grand nombre. Alors à quoi ça s'applique? Vraiment à tout, hein. C'est vrai que le premier univers, c'est celui du professionnel. D'accord. Voilà, donc dans le monde du travail, les ambitions qu'on a, les besoins de promotion qu'on a, ça va commencer là. Les conflits interpersonnels en entreprise. Ça va s'inviter dans la santé, parce que tu as des coachs santé, comment améliorer son mieux-être et tout. Ça va s'inviter dans les émotions, ça va un peu s'apparenter en ce moment-là à la psychologie. Mais là, c'est pas très... dans les écoles de coaching formalisées, on évite justement de toucher aux questions de thérapie qui consiste à corriger, à soigner une maladie psychologique. Ça va s'inviter dans la famille parce que y a des coachs pour famille, pour gérer les problèmes de couple, les relations avec les enfants, etc. Donc vraiment, ça, dans le sport, d'ailleurs ça vient du sport, hein, ça va s'inviter après dans tous les univers de la vie humaine. Tout ce qui nous permet d'être plus épanouis et d'être plus productifs. Est-ce que vous avez parlé du caractère professionnel? Est-ce que un bon manager, un bon responsable d'équipe peut s'en sortir quand il ne passe pas par le développement personnel? Quelqu'un qui a des équipes à gérer, qui a toute une entreprise à gérer, qui fonctionne peut-être au gré des humeurs la plupart du temps. Et s'il peut s'en sortir sans avoir recours au développement personnel? Ça va être difficile. Dès que vous avez une limite, peu importe la limite, hein, quelqu'un peut être très efficace, mais il domine trop. Il est trop dur, il écrase, il y a un problème. C'est-à-dire que dans la durée, il va briser ses collaborateurs, il y aura beaucoup d'émissions, etc. Donc lui, il a besoin d'un accompagnement. Il ne sait pas comment s'en sortir de ça. Vous allez trouver un autre qui est pacifique, c'est-à-dire il laisse passer tout, il est gentil, il ne prend pas de décision. C'est aussi un autre problème, il faut le corriger. Tu vas trouver un autre qui est solitaire, c'est-à-dire que tout le taf, il le fait lui-même. Il récupère tout le boulot sur lui-même. Il y a un problème. Tu vas trouver un autre qui veut tout contrôler. Il veut savoir tout ce que tout le monde fait à tout moment. Finalement, lui-même, plus personne ne fait rien. Il y en a, c'est lui qui décide de tout. Il ne sait pas déléguer. Tout ça, c'est des problèmes à corriger. Mais ce n'est pas par des formations seulement qu'on peut les corriger. Les formations font prendre conscience. Mais quand le problème est plus profond, c'est un problème de caractère. C'est une personne qui est en insécurité, mais il faut aller plus loin. Et c'est là où le développement personnel doit venir pour apporter une réponse. Quel doit être le déclic quand on ne sait pas au juste où est-ce qu'on... Parce qu'il y a des responsables d'entreprise, il y a peut-être beaucoup de travailleurs qui nous écoutent. Comment on arrive à détecter là où on a besoin d'un renforcement? Est-ce que c'est parce que pour le malade, il faut aller à l'hôpital, dire bon, j'ai peut-être mal sur ce côté, j'ai peut-être mal là, mais lorsqu'il s'agit du développement personnel, comment... C'est la même chose, c'est un diagnostic. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin vous ausculte, donc il fait un diagnostic, c'est la même chose. Et c'est pour ça que nous, on vend énormément, aujourd'hui on encourage énormément de l'évaluation. Il faut de l'évaluation. Et une vraie évaluation. Une évaluation qui va mettre à nu tout l'État et qui va faire prendre conscience à l'individu qu'il a un problème. Parce qu'on va passer le temps à charger les collaborateurs. Oh, ils ne veulent pas travailler, ils sont paresseux. Et si le problème c'était toi? Voilà, donc tu as besoin d'une évaluation. Et quand tu es évalué, tu vas mesurer. Le but, c'est pas juste de dire que tu as une limite. C'est de te dire que tu as la limite et de te démontrer que tu as la limite. Parce que dès que la personne est en conscience de son problème, le processus de correction a commencé. Mais parfois, il est totalement ignorant. C'est lui le problème, mais il est ignorant. Vous avez des gars qui sont de gros menteurs. Mais il passe le temps à dire que c'est les autres qui sont des menteurs. Mais tout le monde sait que tu es un menteur. Mais il n'est pas conscient qu'il est menteur. Il y en a qui sont méchants. Mais il trouve que ce sont les autres qui sont méchants, pas eux. Donc il faut l'éveiller sur le fait qu'il est méchant. Et quand il va prendre conscience, ben tiens, donc c'est vrai que je le suis, il pourra en ce moment payer le prix pour être transformé. On va terminer à travers les outils. Quels sont les outils du développement personnel? Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mais on va aller chercher beaucoup dans la psychologie. On va aller chercher aujourd'hui dans ce qu'on appelle les neurosciences. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est arrivé à comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est tellement beau à découvrir comment l'homme fonctionne. Et donc quand on sait comment le cerveau fonctionne, moi par exemple, j'ai corrigé des limites dans ma vie énormes parce que j'ai compris la dynamique mentale très tôt. Voilà, moi j'avais un gros problème, c'est un des sujets de mon livre d'ailleurs, avec tout ce qui est genre féminin.
à cause justement d'une expérience avec ma mère. Mais il a fallu que je comprenne comment le subconscient fonctionne, comment notre caractère se forge pour pouvoir justement me libérer de ce lien et être plus épanoui. Et pouvoir avoir une vie de famille extrêmement équilibrée, c'était impossible. C'était impossible pour moi d'avoir une vie de famille équilibrée. Et moi, je vois plein d'hommes qui passent leur temps dehors, qui n'ont pas de lien avec leurs épouses et leurs enfants. Très souvent, ça vient de l'enfance qu'ils ont eue. Mais comme ils ne comprennent pas la dynamique mentale, s'ils la comprenaient et qu'ils étaient capables de trouver les sources de ces problèmes, ils pourraient les corriger. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde très clairement dans Banaliser le succès, quoi. Quand on regarde les outils que vous citez, neurosciences, psychologie et autres, peut-être philosophie. Communication, philosophie. Est-ce que ce que je vais qualifier d'outils occidentaux entre griffes, est-ce qu'elles s'adaptent aux réalités Moi, de je chez sais pas nous? pourquoi. En fait, le seul problème de l'Afrique, c'est de ne pas avoir écrit. D'accord. C'est du bon sens. Vous pensez que dans nos villages, il n'y avait pas de psychologue? Vous pensez qu'il n'y avait pas quelqu'un? Pendant le féticheur jouait souvent le rôle il ne soigne pas toujours par des plaintes. Il jouait un rôle de conseil. C'était le prêtre, non? Voilà, quand quelqu'un a un problème, quel que soit le problème, on va le voir. Le chef, quand on a un problème, on va le voir. On a des notables, on a des griots, mais qui écoutaient, qui étaient remplis de sagesse, qui enseignaient des choses. Pourquoi on pense que c'est les mots là le problème toujours? Psychologie, c'est un gros mot, mais le comportement humain, il a toujours été étudié. Le chef traditionnel là, qui est passé, encore que je salue, j'ai beaucoup apprécié, mais il vous donnait comment il faisait l'application entre des concepts psychologiques. Par exemple, l'orientation. Il dit à la naissance de l'enfant, on pouvait déterminer déjà le métier auquel il devait aller. Mais c'est juste une question de mots. Je refuse qu'on pense que l'Africain n'a pas la science. On n'a juste pas écrit. On n'a juste pas les mêmes mots. Et justement, on est ignorant de notre culture. Quel pourrait être le dernier mot, Abdul Karim Bandé? C'est encore d'espérer que ceux qui nous écoutent vont prendre le bon chemin du développement personnel, parce qu'il faut le prendre, le bon chemin, il faut se faire accompagner. Et puis c'est ce qui va nous permettre d'être heureux. Donc je souhaite à nos téléspectateurs d'être heureux. Et en lisant aussi. Et en lisant, il faut surtout acheter Banaliser le succès. Merci beaucoup Abdul Karim Bandé. Merci pour ces clés de lecture et ce temps consacré. C'est pas facile, je ne cesse de le dire, trouver la thématique adaptée, parce que c'est souvent aussi lié à l'actualité et tout. Trouver la thématique en fin de semaine pour l'aborder lundi matin. Félicitations. Souvent c'est dimanche dans la nuit que ça se trouve. Tu continues de nous inspirer. Félicitations. Peut-être qu'un de ces jours on pourra dire à nos téléspectateurs, auditeurs, comment est-ce que Abdul Karim Bandé arrive à fouiller, à trouver les sujets qui fâchent parfois. Il s'expose aux réseaux sociaux, mais il le fait. Toute la gloire à Dieu. Vraiment, merci à vous. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. C'est donc tout pour ce premier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info.